Il est 12 h à Dakar, à Abidjan, mais aussi à Rabat. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici à présent les principales articulations de ce bulletin d'information. C'est l'attaque la plus sanglante de l'histoire récente de l'Égypte. 305 personnes, dont une vingtaine d'enfants, ont été tuées et 109 autres blessés ce vendredi au moment de la prière dans une province du Sinaï. L'attaque n'a pas été revendiquée. En Algérie, le FLN, au pouvoir depuis l'indépendance en 1962, a remporté malgré la perte de nombreuses municipalités, les communales et les départementales. Le scrutin a été boudé par plus de la moitié des électeurs. Et puis Libreville et Rabat redéfinissent leur coopération économique. Une délégation d'investisseurs marocains séjourne en ce moment au Gabon. Nous y reviendrons dans ce journal avec notre correspondant à Libreville. Merci de nous prendre en marche sur Midi en TV Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. L'Égypte entame aujourd'hui 3 jours de deuil national en hommage aux 300 morts tombés la veille dans une mosquée. La plus sanglante attaque de l'histoire récente du pays. L'armée a lancé en réplique de premières frappes désignées contre les auteurs encore non revendiqué. L'attentat survenu lors de cette journée de vendredi dans une mosquée de la province du Nord Sinaï s'est soldé par au moins 300 tués et 109 blessés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a promis de répondre avec une force brutale à cet attentat. Anissa Araou revient là-dessus. Des dizaines de corps enveloppés dans des tapis de prière au milieu de fidèles hagards. Peu avant midi, vendredi, plusieurs hommes armés de mitraillettes entrent dans cette mosquée du Nord Sinaï, déclenchent une explosion et ouvrent le feu. En ce vendredi de grande journée de prière, les fidèles sont nombreux. Cette mosquée est connue dans la région pour être un lieu de rassemblement des soufis, adeptes d'un courant mystique de l'islam. Plusieurs hommes qui effectuaient leur service national au sein de l'armée égyptienne étaient présents. De nombreux blessés sont transférés dans les hôpitaux de la région, choqués. Nous avons commencé à prier dès le début. Nous avons entendu des tirs et des bombes. Ils tirent sur les fidèles. Les terroristes ont vu des enfants. Ils ont demandé aux enfants de sortir de la mosquée. Ils ont continué à tirer sur les adultes. Le président Abdel Fattah el-Sisi, qui combat la branche égyptienne de Daesh, a réagi publiquement quelques heures après l'attaque. Le chef de l'État a promis de venger les victimes, qu'il qualifie de martyrs. L'Égypte combat le terrorisme dans la région au nom du monde entier et nous en payons le prix. Mais tout ce qui se passe est une tentative pour nous arrêter dans nos efforts, nous faire perdre notre volonté d'arrêter ces criminels. Mais cela n'arrivera pas. Quelques heures plus tard, l'armée a annoncé avoir procédé à des frappes aériennes dans la région et un conseil ministériel extraordinaire a été convoqué. Chaque membre a condamné cette attaque. La situation actuelle nous incite à déployer notre armée pour lutter contre le terrorisme. En attendant, les forces civiles prendront également part à la lutte. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays. C'est l'attaque la plus meurtrière que l'Égypte ait connue. Et c'est la première fois qu'un attentat de cette ampleur vise un lieu de culte musulman. La branche égyptienne de Daesh mène régulièrement des attaques contre les forces de sécurité dans la péninsule du Sinaï. Depuis 1 an, une centaine de chrétiens, essentiellement des Coptes, ont été tués dans des attentats contre des églises ou des attaques ciblées dans le Sinaï et à travers le pays. Férouz bin Taleb. Avec cette dernière attaque perpétrée aujourd'hui sur la mosquée Ar-Rawda dans le nord Sinaï en Égypte, ayant fait au moins 235 morts, l'Égypte fait partie de la liste morbide de pays étant le plus visé par des attaques terroristes, le plus souvent revendiquées par Daesh. L'on se rappelle en octobre 2015 le crash d'un appareil russe reliant Shamshir à Saint-Pétersbourg qui avait causé la mort de 224 personnes. L'attaque de l'Airbus A321 a été revendiquée par Daesh et représentait le 2e avion à se crasher dans l'espace aérien égyptien en moins d'1 an. En 2016, une puissante bombe avait explosé dimanche 11 décembre au matin dans la cathédrale copte orthodoxe du Caire. L'attentat avait fait plus de 25 morts et de nombreux blessés. Ce lieu visé par l'attaque était hautement symbolique, tant sur le plan religieux que politique, et était vénéré par les quelques 9 millions de Coptes d'Égypte et les 2 millions de la diaspora. Et puis cette année, 17 personnes ont trouvé la mort, policiers et civils, le lundi 9 janvier,
dans des bombardements militaires dans le nord du Sinaï, près de la frontière avec Gaza. Un kamikaze a foncé avec son camion chargé d'explosifs sur le barrage, alors que des hommes ouvraient le feu sur les policiers. La guérilla dans le Sinaï avait commencé au lendemain de la destitution du président Mohamed Morsi en juillet 2013. La bataille s'est d'abord concentrée autour des tunnels reliant le Sinaï à Gaza. La plupart des tunnels détruits par l'armée. Les combats se sont poursuivis dans le nord Sinaï avec une multiplication d'attaques et d'attentats. Je vous le disais en titre, en Algérie, le FLN au pouvoir depuis l'indépendance en 1962 a remporté, malgré la perte de nombreuses municipalités, les communales et les départementales dans le pays, un scrutin boudé par plus de la moitié des électeurs. Selon les résultats officiels annoncés vendredi, son allié, le Rassemblement national démocratique du Premier ministre Ahmed Ouyahia, le suit de près en améliorant lui son score par rapport au précédent scrutin de 2012. Le Front de libération nationale du président Abdelaziz Bouteflika a remporté 603 des 1541 municipalités du pays lors du scrutin qui s'est déroulé jeudi. Ce résultat constitue un sérieux recul, l'ex-parti unique perdant ainsi 400 communes sur le millier qu'il contrôlait depuis 2012. Toujours dans l'actualité sur le continent au Zimbabwe, la justice a jugé légal le coup de force de l'armée qui a abouti à la démission mardi dernier du président Robert Mugabe. Le tribunal de Harare estime que cette intervention visait à empêcher des personnes non élues d'occuper des fonctions électives. Ce tribunal avait été saisi par 2 citoyens zimbabwéens, selon la télévision nationale de ZBC. Pour rappel, les militaires ont pris le contrôle du pays dans la nuit du 14 au 15 novembre pour s'opposer à l'éviction du vice-président d'alors, Emmerson Mnangagwa, qui selon eux barrait la route de la première dame Grace Mugabe pour la succession de son mari. Et puis toujours au Zimbabwe, le pays a justement entamé hier une nouvelle page de son histoire. Après 37 ans de règne de Robert Mugabe, le nouveau président Emmerson Mnangagwa s'est engagé vendredi à relancer son économie anéantie et à combattre la corruption. Le nouveau chef de l'État a prêté serment devant plusieurs dizaines de milliers de partisans massés dans un stade de la banlieue de la capitale Harare. Anissa Araru revient sur le film de son investiture. Emmerson Mnangagwa a longtemps attendu son heure. Il a été investi président du Zimbabwe ce vendredi lors d'une cérémonie grandiose dans le plus grand stade de la capitale, Harare. La cérémonie a commencé par sa prestation de serment sous les acclamations de dizaines de milliers de personnes. Je jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe. À 75 ans, cet ancien bras droit de Robert Mugabe vient enfin d'atteindre son but, succéder au maître jusque-là incontesté du Zimbabwe. Il y a seulement 2 semaines, sa carrière politique semblait irrémédiablement brisée. Victime des ambitions politiques de la première dame Grace Mugabe, ce cacique du régime était sèchement limogé de la vice-présidence du pays, perdant son statut de dauphin naturel du chef de l'État. Celui que l'on surnomme le crocodile a commencé par rendre un hommage appuyé à Robert Mugabe, le qualifiant de père de la nation et saluant son action à la tête du pays. Il n'a toutefois pas attendu pour lancer ses premières promesses à la nation et se démarquer de l'ancien président en s'engageant à réduire la pauvreté de tous et à combattre la corruption. Emmerson Mnangagwa hérite néanmoins d'un pays ruiné et d'une population avide de réformes. Son premier défi sera de relever une économie à genoux, où 90% de la population est officiellement au chômage. Le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à M. Emmerson Mnangagwa à l'occasion de son investiture comme président de la République du Zimbabwe. Le souverain marocain a exprimé au nouveau président zimbabwéen ses sincères vœux de succès dans la réalisation des aspirations du peuple zimbabwéen, frère à davantage de progrès et de prospérité. Le souverain réaffirme à cette occasion au président de la République du Zimbabwe le souci du Royaume du Maroc de donner une nouvelle impulsion à la coopération avec son pays au service des intérêts supérieurs des 2 peuples frères et en contribution au renforcement de la coopération et de la solidarité entre les pays du continent africain. Fin de citation.
Dans l'actualité hors du continent, l'artère la plus commerçante de Londres, Oxford Street, s'est vidée brusquement vendredi après-midi en pleine journée de Black Friday à cause d'une fausse alerte dans un contexte très tendu au Royaume-Uni après une vague d'attentats. La police des transports a indiqué en soirée que le mouvement de panique avait été déclenché par une altercation entre deux hommes sur le quai d'une station de métro d'Oxford. 9 personnes ont été blessées dans les bousculades. Et puis l'Allemagne a fait un pas vendredi vers une sortie de crise, le chef des sociaux-démocrates renonçant à son opposition de principe à une alliance avec Angela Merkel pour former un gouvernement. Le patron du SPD, Martin Schulz, a fait cette annonce au lendemain d'une rencontre avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier et après une réunion nocturne des cadres du parti, certains réclamant plus de flexibilité à leurs dirigeants, mais les intentions des sociaux-démocrates restent encore flou. Le SPD pourrait discuter d'une nouvelle grande coalition avec les conservateurs de la chancelière. Et puis l'opposition syrienne a annoncé vendredi avoir formé un comité unifié comprenant pour la première fois des représentants de toutes ses composantes en vue des prochaines négociations de paix avec le régime en Suisse. L'opposition syrienne au président Bachar al-Assad n'avait jamais réussi à présenter un front commun lors de précédents cycles de négociations à Genève sous le patronage de l'ONU. Après donc 3 jours d'intenses tractations à Riyad, les quelques 140 représentants du panel éclectique d'opposants syriens ont réussi à se mettre d'accord sur la formation d'un comité de 36 membres. Ils seront représentés par Nasser Hariri, qui dirigeait déjà le haut comité des négociations. Toujours dans l'actualité hors du continent, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a déclaré vendredi espérer tourner la page du passé dans la crise syrienne. Il s'exprimait en marge d'une rencontre avec le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, avant un nouveau cycle de pourparlers de Genève. Plus tôt dans la journée, Staffan de Mistura s'est entretenu avec le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. La Russie propose notamment d'organiser sur son territoire un congrès du dialogue national syrien, un congrès visant à réunir régime et opposition syrienne qui servirait de stimulant au processus de Genève. Je vous le disais en titre, Libreville et Rabat envisagent de nouvelles pistes de coopération économique et commerciale. Et c'est à juste titre qu'une délégation d'investisseurs marocains séjourne en ce moment au Gabon. Avec des échanges B2B au programme, cette mission est conduite par l'ambassadeur au représentant du Gabon au Maroc. Ismaël Obiangze nous en dit davantage. L'inventaire des projets est multiforme entre le Royaume du Maroc et le Gabon. Mais les deux partenaires entendent mettre un accent sur la transformation alimentaire qui irait de la chaîne de distribution à l'emballage. L'idée du gouvernement gabonais est de se doter d'un tissu industriel dans le segment agroalimentaire soutenu par l'expertise marocaine. Nous avons estimé que nous n'étions plus dans une logique d'importation, nous étions dans une logique de transformation et que nous avons besoin de ce savoir-faire et que nous souhaitons monter en puissance sur les capacités de transformation. Mais pour transformer, il faut la matière première. Donc nous avons ce rôle de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut transformer? Il faut d'abord planter. Et nous avons également évoqué la possibilité d'intensifier nos relations commerciales avec un espace de foire qui va être effectivement mis à l'étude. La visite de la délégation d'investisseurs marocains à Libreville se traduit par des annonces fortes au deuxième jour telles que la perspective de l'organisation des foires commerciales pour accélérer le volume des échanges nécessaires aux deux pays. Une fois la prospection terminée, c'est nouer des partenariats avec les entrepreneurs gabonais ou développer des projets propres aux Marocains ici sur le territoire gabonais avec un savoir-faire marocain, avec un savoir-faire avéré, et notamment dans le domaine de l'emballage et dans le domaine de l'organisation des foires commerciales. Nous allons continuer sur cette voie et espérer pouvoir un jour, dans un délai très proche, réaliser des projets qui puissent être profitables aux deux pays marocains et gabonais. De 2016 à ce jour, les investissements directs marocains au Gabon sont évalués à plus de 400 millions de dollars américains. Selon les autorités des deux pays, le Gabon est le premier destinataire des investissements marocains en Afrique centrale.
Ainsi se referme ce bulletin d'information sur Média TV Afrique. Je vous retrouve ce soir pour une autre édition à 19h.